Comme vous le savez, les recommandations ont été mises à jour ces dernières semaines et parmi les modifications de l'algorithme de prise en charge, il y a une modification importante qui va être liée à l'utilisation beaucoup plus systématique des biomarqueurs, en particulier de la troponine, dans les chirurgies à risque intermédiaire et les chirurgies à risque élevé. Ça a une conséquence très importante parce que ça veut dire qu'on va modifier la définition même du risque en constituant a posteriori un groupe à haut risque de patients, contrairement à une évaluation pré-chirurgicale. La conséquence, c'est que ce groupe va avoir ce qu'on appelle une souffrance myocardique post-opératoire. Ça va être un panel de patients qui, pour des raisons diverses, va avoir une troponine élevée. Et il va falloir faire le tri dans tout ça. L'autre question, c'est de savoir est-ce que l'échographie de stress ou l'échographie d'effort va garder sa place en plus des biomarqueurs avant l'intervention. À titre d'exemple, pour dresser un peu le tableau, la souffrance myocardique post-opératoire, ça peut être le patient classique que l'on essaie de dépister depuis toujours, facteur de risque cardiovasculaire, peu de symptômes, parce que, en l'occurrence pour celui-ci, une artérite, induction d'anesthésie, hypotension, tracé plat, massage cardiaque externe, adrénaline, un électrocardiogramme en salle de réveil qui n'est pas catastrophique et finalement une sténose subocclusive de l'IVA. Mais dans ce panel de patients, on va avoir aussi le même malade, facteur de risque, test préopératoire sous dobutamine négatif, qui est opéré quasiment en urgence d'une laryngectomie, qui commence de façon décalée, J3, J4, à avoir de la fièvre, de l'anémie, qui ne modifie pas son électro, qui garde une échographie normale, mais qui quand même monte beaucoup la troponine, donc on va récupérer cas des coronaires normales. Le même panel, dans ce groupe de patients également, on va avoir des coronariens connus avec tous les facteurs de risque qui vont être opérés, ici en l'occurrence d'une chirurgie vasculaire, qui avec la douleur, l'anémie, la fièvre, vont commencer à monter la troponine sans forcément changer leur lésion, sans forcément modifier leur lésion coronarienne. Donc la question c'est, est-ce que finalement l'échographie de stress reste pertinente pour faire le tri dans ce groupe de malades? Évaluer avant l'intervention un patient, c'est d'abord avoir une connaissance de la chirurgie à laquelle il va être exposé. Donc dans les nouvelles recommandations, les risques bas risque, risque intermédiaire, risque élevé ont été un petit peu précisés. La probabilité de complications est probablement surestimée, parce qu'actuellement 5% d'événements graves après une chirurgie, c'est quand même pas très fréquent. Mais c'est important de voir que dans la chirurgie à bas risque, on a la résection de prostate, on a la chirurgie orthopédique mineure comme les ménisques, on a les biopsies de nodules pulmonaires. La chirurgie à très haut risque, c'est principalement la chirurgie vasculaire, tout ce qui est la chirurgie digestive, œsophage, pancréas, foie, les poumons et les perforations digestives. Entre les deux, c'est de la chirurgie à risque dit intermédiaire, et on va voir que l'intérêt du dépistage cardiologique avant ces chirurgies, donc en particulier la prothèse de hanche, la prothèse de genou, va changer dans les recommandations. Donc en théorie, la consultation cardiologique, à notre avis, devrait arriver sur des patients soit qui ont des symptômes, soit qui vont avoir une chirurgie à très haut risque, soit pour lesquels on a une cardiopathie connue, ils ont une capacité fonctionnelle faible. Si on garde les chiffres qui sont énoncés dans les recommandations, ça fait quand même beaucoup de malades, parce que ça fait environ 6 millions de patients à haut risque, pour des chirurgies à haut risque opérées tous les ans. Et si, comme on disait tout à l'heure, on se projette sur les 10 ans à venir, le nombre de patients âgés avec une chirurgie à haut risque va augmenter, donc il est important de les stratifier en s'occupant des plus graves d'abord. La physiopathologie de la souffrance myocardique post-opératoire, vous la connaissez, c'est la rencontre entre les facteurs de risque du patient et une intervention. Cette intervention va activer la coagulation, activer les plaquettes, activer le système nerveux sympathique, ça va saigner, il va y avoir de l'hypotension, des variations de fréquence cardiaque, et on ne sait pas pourquoi. Certains patients vont faire des ruptures de plaques, certains patients vont faire une inadéquation entre la demande en oxygène et ce que l'on peut fournir, certains patients vont faire des troubles du rythme, certains patients vont faire de l'insuffisance cardiaque, et si on utilise la troponine en post-opératoire, on va avoir un groupe de malades qui va avoir augmenté sa troponine, parfois de façon isolée et très modérée, et charge à nous après de faire le tri dans la cause.
Ce groupe de patients avec une troponine élevée post-opératoire a été bien étudié sur les 10-15 dernières années. Et ce qui est important, c'est de voir que quand on prend ici 21 000 malades, le taux d'infarctus vrai, c'est 3,8% en post-opératoire. Le taux d'élévation de la troponine, ça va monter à 18%. On va voir que ce chiffre revient dans toutes les études. Et il y a des causes non cardiaques. Et ce qui a été démontré ici, mais dans d'autres études également, c'est que la mortalité de ces patients, à 30 jours, est corrélée au chiffre de troponine. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que ce groupe de malades, s'ils meurent plus au début, si on les suit sur un an, ce sont aussi les malades qui vont présenter le plus d'événements sur l'année. Quand on prend cette série de 2200 patients avec des risques relativement intermédiaires, parce qu'il n'y a que 12% de chirurgie vasculaire, 23% de diabétiques, on retrouve toujours le taux d'élévation de troponine post-opératoire 15%, dont 13% isolés et un taux d'infarctus relativement limité, 0,5%. Quand on fait des méta-analyses de tous les travaux, de la majorité des travaux qui ont étudié cette élévation de troponine post-opératoire et qu'on regarde à un an, on retrouve le même résultat, c'est-à-dire que ces patients qui vont augmenter la troponine en post-opératoire, leur risque de mortalité à un an est multiplié par 4 par rapport aux autres, et ça survient de façon logique chez les coronariens, chez les insuffisants cardiaques, etc. L'autre question pertinente, c'est de savoir si toutes les élévations de troponine post-opératoire se valent. Et ce qui est intéressant dans ce travail, où il y avait un peu plus de 5600 interventions, c'est qu'on retrouve toujours le taux de 15% de patients qui vont élever la troponine après l'intervention. On se rend compte que le vrai syndrome coronaire aigu, c'est 6% de ceux-là, 6% des 15%, que dans la majorité des cas, c'est une inadéquation entre la demande et les apports en oxygène. Et quand on regarde la mortalité, ceux qui vont le plus mourir, c'est ceux qui vont élever la troponine, soit parce qu'ils sont insuffisants cardiaques, soit parce qu'ils vont présenter une cause non cardiaque, c'est-à-dire un sepsis, une embolie pulmonaire, soit des troubles du rythme. Et que finalement, les types 2, ce n'est pas ceux qui vont mourir le plus. Ça a une conséquence, quand on essaie de dépister avant avec un test sous dobutamine ces malades-là, a priori, on n'a pas de raison de les retrouver. Donc on a vu que dans l'algorithme de la surveillance, on introduit les biomarqueurs. Un autre élément qui va rester dans ce nouvel algorithme et qui était déjà là avant, c'est le fait d'évaluer la capacité fonctionnelle des malades. On sait depuis longtemps que le pronostic est directement relié à cette capacité. Le problème, c'est de savoir comment la mesurer. Jusqu'à présent, on avait le dogme, on évalue en discutant avec eux, est-ce qu'ils sont plus de 4 mètres, inférieurs à 4 mètres. C'est assez compliqué. Il y a une étude qui s'appelle l'étude METS qui avait pris 1400 patients avant des chirurgies, le plus souvent à risque intermédiaire. Tous les patients avaient eu un test cardiopulmonaire avant. Et on avait fait plusieurs systèmes pour les tester après, voir la corrélation. Et le score qui a été le mieux validé, c'est un score qui s'appelle le score de Dukes, qui était le plus corrélé avec les événements post-opératoires et l'évaluation de la VO2. Le simple fait de discuter avec le malade, il nous dit « je marche, je fais du jardinage », en fait, on n'en dépistait que 16% avec une capacité fonctionnelle faible. Alors ce score de Dukes apparaît dans les nouvelles recommandations. C'est un listing de questions à poser. Il y a aussi des calculateurs sur le téléphone qui sont assez simples d'utilisation. Je pense que ça permet aussi de bien discuter avec le malade parce que les situations sont assez variées. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ont un score à moins de 34 vont avoir clairement un pronostic post-opératoire moins bon que les autres. Une autre façon d'évaluer cette capacité fonctionnelle qui a été notée dans ces nouvelles recommandations, c'est uniquement de leur demander s'ils peuvent monter 2 étages sans s'arrêter. Alors il n'est pas précisé à quelle vitesse. Pareil, dans une population à risque relativement intermédiaire, parce qu'il n'y a que 13% de diabétiques, c'est des chirurgies à haut risque uniquement dans 11% des cas, on voit qu'on arrive à les trier avec ceux qui ont une meilleure, qui sont capables de marcher, qui vont faire moins d'événements que les autres. Donc, et l'échographie de stress dans tout ça. Historiquement, dans les travaux des années 90 et 2000, l'échographie de stress a démontré une excellente valeur prédictive négative avant des chirurgies à haut risque ou intermédiaires, mais chez des patients qui eux-mêmes étaient à haut risque et à une époque où on n'avait pas tous les traitements des facteurs de risque actuels. Donc on en revient à la probabilité pré-test dont on parlait tout à l'heure, avec les patients qui avaient un test négatif à l'époque qui faisaient très peu d'événements, mais les autres qui en faisaient 20%. Donc on avait un vrai intérêt à les trier de cette façon. Sur des populations un peu plus actuelles,
même si ça date quand même d'il y a quelques années. Le travail le plus important était réalisé par la Mayo Clinic, qui a repris a posteriori environ 4500 patients qui avaient des chirurgies pour la majorité à risque intermédiaire, 20% de chirurgie vasculaire à haut risque, 24% de chirurgie orthopédique, des patients qui avaient un score de Lee modifié à 0,1 dans quand même 79% du temps, donc ce n'est pas des patients hyper graves. Et quand on prenait les résultats de la chirurgie intermédiaire, au total, il n'y avait que 2,1% de complications, 3,1% chez les chirurgies à haut risque. Donc on est loin des chiffres qui sont donnés dans les recommandations. Et ce qui était intéressant dans ce travail, c'est que ceux qui avaient une échographie de stress négative gardaient une valeur prédictive négative importante. Mais quand on regarde par rapport juste à la capacité fonctionnelle, on n'était pas très loin. L'autre élément intéressant, c'est que ceux qui avaient quand même un test positif faisaient quand même plus d'événements que les autres. Et pour essayer de savoir si c'est utile dans une dynamique de stratification, la même équipe a repris la même cohorte de malades pour essayer de voir si en addition avec le score clinique de Lee, on gagnait quelque chose. Donc chez les patients qui n'ont pas de facteur de risque, ça ne sert à rien puisqu'ils n'ont pas d'événements. Chez les patients qui ont un score de Lee modifié relativement peu important, on avait une différence pour stratifier les malades. Et chez les patients à haut risque, la différence est non significative, en sachant qu'il y avait que 5% de patients de l'étude qui avaient un risque élevé. Donc c'est difficile de conclure. Donc l'échographie de stress, si on reprend ça, ça garde une bonne valeur prédictive négative. Et finalement, ça va principalement être utile chez des patients qui ont une faible capacité fonctionnelle. Donc, on parle des recommandations depuis tout à l'heure. Voilà l'algorithme qui a été proposé. En dehors de l'urgence, il y a une notion qui s'appelle la time sensitive, c'est-à-dire c'est une chirurgie pour laquelle le fait de perdre du temps pour le patient peut lui être dommageable, et c'est particulièrement vrai pour la chirurgie carcinologique. Actuellement, il est difficile pour un patient, à mon avis, de le faire attendre 3 mois pour faire un test d'ischémie avant de se faire opérer d'un cancer. C'est pour ça que cette chirurgie doit être considérée quasiment comme de l'urgence. Donc, chez les patients pour une chirurgie élective, ce que nous disent ces recommandations, c'est qu'il est fondamental de récupérer leur historique, il est fondamental de les interroger sur leurs symptômes. Pour ceux qui ont de l'angor, évidemment, il faudra leur faire des tests d'ischémie. Il est fondamental de les examiner, parce que s'ils ont un souffle, il faudra les examiner, il faudra les dépister. Il est fondamental de profiter de cette consultation pour optimiser la prise en charge des facteurs de risque. Et pour les patients qui ont déjà des traitements cardiologiques, ça veut dire donner des consignes claires sur les modalités d'arrêt des traitements et de reprise des traitements, en particulier les antiplaquettaires et les anticoagulants, puisqu'on sait que le pronostic post-opératoire des malades va être lié au saignement et que si le relais est mal fait, on va aggraver le risque de transfusion. C'est aussi valable pour les arrêts de traitement IEC, ARA2, etc. Normalement, à arrêter le jour de l'intervention. Les ISGLT2, dans les recommandations, cette petite information, c'est 3 jours pour éviter les cétoses post-opératoires. Et donc, une fois qu'on a fait ça, vous voyez que l'algorithme est considérablement simplifié. Chirurgie à bas risque, on ne fait quasiment rien, sauf chez les patients qui vraiment ont plus de 45 ans, on peut discuter un électro, mais chirurgie à bas risque, donc ça veut dire la résection de prostate, ça veut dire les ménisques, normalement, on n'est pas censé leur faire le moindre examen préopératoire. Le patient de plus de 65 ans avec des facteurs de risque cardiovasculaire, si c'est une chirurgie intermédiaire ou à haut risque, c'est ECG biomarqueur et on essaie d'évaluer sa capacité fonctionnelle. Et le patient qui a une cardiopathie connue, donc c'est ceux-là qu'on devrait voir, ne va se discuter un test d'ischémie que chez ceux qui vont avoir une chirurgie à haut risque et une faible capacité fonctionnelle. Et donc on leur fait des biomarqueurs. Théoriquement, avant l'intervention, J2, J3, J1, J2, pardon, soit il n'y a pas de variation de troponine, c'est ce qui va se passer dans 85% des cas, soit il y a une petite variation de troponine. Et c'est là qu'il va falloir réfléchir pour voir pourquoi ce patient va modifier sa troponine. Est-ce que c'est un vrai syndrome coronarien aigu? Normalement, il va modifier son électro, son échographie, il va falloir le prendre en charge comme tout syndrome coronaire aigu. Ou est-ce que c'est uniquement de l'anémie, de la variation de tension, un problème infectieux, une embolie pulmonaire, de l'insuffisance cardiaque? On fait le tri de tout ça.
Il est probable que dans les années à venir, la place des cardiologues dans les services de soins continus augmente, justement parce que le nombre de patients va augmenter. Et si à la fin de tout ça, on n'a pas trouvé de cause, en fait, on se retrouve avec un groupe de patients dont on sait qu'il va faire des événements, qui a passé la chirurgie, mais qui, a priori, il ne faut pas renvoyer à la maison en disant « tout s'est bien passé, monsieur ». Et c'est probablement là qu'il y a un intérêt à les explorer a posteriori et probablement à faire des tests d'ischémie après. Donc, en résumé, ces nouvelles recommandations vont constituer un groupe de patients à risque après l'intervention et chez qui l'échographie de stress doit garder un intérêt probablement, c'est les symptomatiques avant la chirurgie, le patient qui doit avoir une chirurgie à haut risque avec une cardiopathie connue et une faible capacité fonctionnelle, et ne pas oublier ceux qui ont été opérés, qui ont fait un événement, et c'est ceux-là qui vont tirer bénéfice parce que leur probabilité pré-test d'être malade est la plus élevée. Je vous remercie.